rapidement, hein. Après, on enverra les gens sur notre galerie en ligne pour qu'ils aient plus Ouais. d'infos, mais très rapidement. Ouais, bah, bonjour à tous. Effectivement, c'est Aileen qui a eu cette merveilleuse idée d'organiser ce Twitch pour présenter cette artiste, puisque bah, Perspective, on édite, on distribue des collections de photographies d'artistes contemporains qui ont des parcours inspirants, atypiques, comme celui de notre invité Guilain du jour. Et puis, notre sélection, elle évolue continuellement pour présenter le travail de talents émergents ou reconnus. Les tirages et les tableaux de ces photographies sont produits en édition limitée en France, et bien là où se trouve Guilain aujourd'hui, dans le laboratoire d'Art Labs à Bordeaux et à Nantes. Et puis, on a mis en place une démarche responsable qui garantit une rémunération juste pour les artistes, le recyclage de la production, la durabilité des matériaux utilisés, etc. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre des Photo Days organisés, Aileen a eu la merveilleuse idée de faire ses lives autour de la galerie virtuelle que l'on a créée spécifiquement pour cet événement, qui est divisée sur les 15 jours des Photo Days qui nous restaient là sur 3 grands espaces, Wild et des mois. Wild, lifestyle et culture. Mais on va pouvoir faire un petit tour dans la galerie après et vous. On fera certainement un petit tour dans la galerie après. Et donc aujourd'hui, on a dédié une partie de cette galerie aux œuvres de Guilain qu'on va sortir donc très prochainement sur Perspective Studio. Voilà, c'est exactement ça dans les grandes lignes. Je te remercie, Benoît, et merci à toi, Romain. Donc effectivement, on a eu cette idée avec Sam, on a organisé, c'est lui qui a mis en lumière cette galerie virtuelle. Donc les Photo Days, plus grand événement photo en Europe, qui permet à tous de venir découvrir des photos d'art dans les galeries physiques, hein, notamment. Nous, notre idée, c'était vraiment là de mettre en avant l'accessibilité et la démocratisation de la photo d'art, puisque ce sont des valeurs chères à Perspective, et puis de permettre à tous, depuis chez soi ou n'importe où, d'avoir accès aux œuvres de nos artistes, et également pendant cette période d'exposition, permettre à tout le monde d'avoir un échange intimiste avec les artistes eux-mêmes. Donc on a eu des lives passés qui sont dispo et sur YouTube en replay et sur la chaîne Twitch de Perspective, puis un jeu concours, et puis on espère avoir pas mal d'autres lives qui arriveront dans le futur. Et ce soir on a alors c'est Ghislain ou Ghislain Guilain, pardon. Alors, j'étais totalement dans le faux, du coup. Excuse-moi. Donc, on a l'honneur de t'avoir ce soir pour clôturer la série d'une main de maître. Et puis, sans plus attendre, on va basculer sur la galerie, du coup. Ouais. Merci Aileen pour cette présentation. Et ouais, c'est sûr qu'on va continuer de faire ces lives parce que c'était une superbe idée. On passe des beaux moments à chaque fois. Ça nous permet de discuter plein de choses. Donc, bienvenue dans la galerie. Là, on a un premier mur qui vous accueille avec le début de la section Wild. Donc, toute la première grande pièce, elle est dédiée du coup aux grands espaces naturels, bien sûr, à la faune qui l'habite et qu'il faut protéger. Donc, évidemment, on tire des thèmes de cet espace, comme je viens de le dire, la protection de l'environnement et de ses espèces, la beauté, le voyage, le road trip, la contemplation. On a beaucoup de choses qui sont dans Wild. Si on peut faire un petit tour, peut-être, Sam. Alors, Sam, c'est là l'homme de l'ombre. Il va nous guider à travers la galerie. Vous ne pouvez pas le voir, mais nous, on le voit. Et il va nous guider dans la galerie. Donc, voilà, ici, on a un photographe qu'on adore, Jonathan Zedley, qui, lui, travaille pour National Geographic avec Paul Niclen. Qui fait tout ça. Là, maintenant, on est sur Brice Tribolet. Brice Tribolet, qui lui est un artiste suisse et dont la photo Hide and Seek, celle du gorille caché derrière le feuillage, est plutôt célèbre dans le monde. Elle a été exposée dans plein d'endroits. Elle a gagné pas mal de prix. Si on peut se diriger vers, parce qu'on va faire le tour rapidement, le but, c'est que vous puissiez ensuite aller dans la galerie et prendre votre temps de pouvoir admirer les œuvres, cliquer dessus, vous en rapprocher, lire les descriptions, parler des artistes. Là, ici, on a le wall de Perspective, donc on a fait un wild wall. C'est un concept qui nous tenait à cœur, ce mur, parce que c'est quelque chose qu'on a développé chez nous depuis le début, donc c'était un peu un clin d'œil d'en replacer un ici, avec là des photos, photographes internationaux comme Alias Babnik, Volker Edsen,
Kyle Volaers, Finn Madsson, Ivar aussi, un Islandais, donc au nom imprononçable, c'est pour ça que je dis que son prénom. Ensuite, si on part sur la droite encore, grâce à l'aide de Sam, on conclut la partie wild avec des photos de Maxime Garen qu'on avait la semaine dernière sur Twitch et qui est venu nous parler de protection de l'environnement, de ses missions de photographe dans la médiateam de Sea Shepherd, etc. Et pour boucler vraiment la partie wild, on a plusieurs autres photos en fin de pièce, encore plus sur la droite. Je ne sais pas si on peut s'y déplacer. Et donc dans cette partie-là, on a des photos de Ted Esser, on a des photos de Mathis Dumas, donc des photos qui sont plus là axées grimpe, escalade, glacier. Bon, je dis escalade et glacier, on a une grosse photo de volcan aussi, hein, bien sûr. Donc on essaie de représenter un peu tous les thèmes de la nature, et forcément le sport en est un. Cet artiste-là qui photographie les escalades en cascade de glace, c'est Mathis Dumas, un ancien champion depuis devenu photographe. Donc c'était là aussi toute la volonté de base de Perspective, de pouvoir démocratiser aussi le statut du photographe en donnant l'opportunité à des gens qui ne sont pas photographes de formation aussi de pouvoir vendre leurs œuvres si on adhérait à leur regard et qu'eux adhéraient à nos valeurs. Voilà. On peut se diriger vers le deuxième espace qui est un joli pêle-mêle qu'on a appelé Culture et qui va contenir un petit peu, qui va contenir tout l'urbain qu'on a, qui va contenir, donc là, l'urbain avec Tana Brick, un photographe new-yorkais, enfin vietnamienne, non, thaïlandais qui vit à New York, Laurent Nival, qui est un amoureux de New York et du noir et blanc aussi, juste à côté. Donc vous retrouverez beaucoup de photos urbaines dans cette catégorie par la suite et sur notre site. Ensuite, quand on rentre dans cet espace culture, sur la gauche, on va pouvoir découvrir toutes les choses un peu plus surréalistes, des montages, des photomontages avec Anomalie, là notamment. Ensuite, on a Charlotte Pila qui, elle, travaille des couleurs très pâles. Après, on a de la street photo avec Nuta Kiai qui, justement, essaye d'apporter, de faire descendre aussi de la douceur dans toutes ces photos. Elle évolue et elle shoot, en tout cas cette série-là, dans un milieu très urbain, de quartier, de cité. Et donc, voilà, il y a une espèce de douceur avec ce rôle, ces dourags en velours, etc. Des contrastes qu'on adore chez nous. Ici, on termine avec Maëlys Derville et Jessica Follet qui, elles, sont dans notre catégorie photographie documentaire, photographie nomade, là où justement on vient regarder ces photographies pour en apprendre aussi sur le monde et sur les différentes cultures qui nous entourent. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces catégories. Les descriptions sont très très belles et vraiment on en apprend. Derrière nous, je crois qu'on a Karim aussi Amr, un de nos tout premiers et fidèles photographes, qui lui est un Égyptien qui justement adore pouvoir modifier un petit peu la réalité, venir l'altérer, comme un mirage un petit peu dans les déserts qu'entoure sa ville natale du Caire. Et voilà, évidemment, on a tout de suite adoré, bon, pas forcément sur celle-ci, mais normalement, il fait preuve d'un énorme minimalisme qui justement est frappant et c'est celui-ci qu'on adore. Et enfin, normalement, on a la salle Lifestyle, pardon, juste après. Et c'est une salle qui regroupe vraiment des photos qui rentrent à fond dans notre univers Perspective, qui sont vraiment représentatrices de notre DA. Mais je vous invite à aller voir ces photos plus tard parce que pour le moment, la salle Lifestyle s'est transformée en salle Guilain Arca. Face à la grandeur de la nature, voilà. Et ça m'a donné envie par la suite de développer cette série pour montrer aussi cet élément qu'est l'océan dans son état tempétueux, on va dire. Voilà. Voilà en quelques mots, l'idée et l'histoire de cette série photographique. D'accord. Ben, merci beaucoup. C'est poussé, hein. On est par rapport, bon, c'est pas pour, mais on remarque vraiment aussi une différence entre les premiers artistes photographes qu'on a eu sur Twitch ici, que ce soit Thibaut et Max, et toi, l'approche que tu as aussi de ton travail. Vous avez vraiment tous une approche vraiment très différente et particulière. La tienne, effectivement, est plus studieuse. Il y a quelque chose où on sent une démarche qui englobe beaucoup plus. Et d'ailleurs, ça se voit, tu réalises une série photo. Nous, pour le moment, on était avec des photographes qui prenaient souvent des clichés indépendants les uns des autres. Donc là, d'être devant une série, forcément, qui est réfléchie,
qui a aussi un thème qui vient unir toutes ces photos différentes les unes des autres. C'est quelque chose de très appréciable là, de s'écouter raconter. Est-ce que pour commencer, Aileen, est-ce que tu as une question? Ah non, je t'en prie, Kylian, tu allais. Non, j'allais juste rebondir sur ce que disait Mhm. Romain, c'est-à-dire que dans mon travail photographique en règle générale, parce que là c'est un travail, mais j'en ai bien d'autres, j'essaie de toujours jumeler l'affectivité, l'émotion et l'intellect, la réflexion, la pensée. Voilà. C'est deux choses que j'aime imbriquer constamment dans mes travaux. Enfin, voilà, il y a toujours une part de réflexion aussi dans un travail en amont photographique. Enfin, il y a toujours une idée qui sous-tend à la réalisation de ce travail. Est-ce que pendant ce temps-là, tu peux nous montrer, Sam, essayer de zoomer sur les œuvres pour nous les faire défiler? Parce qu'il y en a vraiment certaines, beaucoup, hein, même toute la série, mais certaines, on dirait, il y a vraiment un piqué de peinture, on dirait un grain de peinture parfois, ou de la gouache, enfin, ou de la peinture à l'huile, c'est vraiment assez bluffant, surtout sur les écumes qu'on J'ai peut une avoir question sur les justement rouleaux de vagues. sur celle d'après. Alors, je t'avoue que je ne connais pas le titre, mais sur celle d'après, celle qui suit, tu sais, avec le filtre un peu jaunâtre. Alors, ma première question, précise, il n'y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre. Voilà, bah, c'était ça. C'était Non, ça justement. Comment est-ce que tu as travaillé celui-ci? Parce que la couleur, elle est assez particulière, c'est vraiment très beau. Et quel est le sentiment que tu souhaitais, à travers ce cliché, nous faire transparaître? Alors, pour préciser un petit peu la réalisation technique, il y a pas de filtre, il n'y a aucun filtre sur mes images. Dans toute cette série, elle a été réalisée sans filtre. Donc là, c'est uniquement la lumière tombante, la lumière de fin de journée, qui a donné cette coloration jaune-orangé. Coloration très particulière et lumière très particulière parce qu'elle était très diffuse. On était en fin de journée, c'était un jour de tempête, il y avait énormément d'embrun, donc il y avait une diffusion absolument maximale de la lumière de fin de journée. Donc c'est pour ça qu'on a un espèce de halo, sentiment un peu d'être plongé dans les ténèbres comme ça. Donc ça, c'est une règle aussi sur ce travail. J'ai jamais fait de retouches numériques. Alors, il y a quelques retouches évidemment de contraste. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le métier de tireur pour qu'il y ait une lecture maximale et optimale de l'image, mais elles ont été toutes prises comme ça. Elles sont quasi brutes. Alors évidemment, bon voilà, il y a un petit travail sur le contraste, sur la luminosité, bon par zone, un travail aussi un peu de densité par zone, mais la coloration globale n'a pas été modifiée. Il n'y a pas de trucage, il n'y a pas il y a pas d'adjonction de filtre, etc. Hashtag alors, filter. oui, non, ouais, tout à fait. Alors après, l'émotion que j'essaye de transcrire dans cette série photographique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai essayé de retransmettre cette sensation du sublime, c'est-à-dire de replacer l'homme. Alors, on est souvent anthropocentré, et là, du coup, de se décentrer et de montrer l'élément nature dans toute sa splendeur, d'être un peu un réceptacle, un photographe réceptacle. J'essaie de m'effacer au maximum et d'essayer de transcrire une émotion. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'à la fois, il y a un effacement et à la fois, il y a une volonté de retranscrire une émotion ressentie. D'être face à face. Voilà, c'est un face à face. C'est comme si on était face à une personne ou à une rencontre et d'essayer de retranscrire comme un portrait finalement et d'essayer de retranscrire ce qui est en train de se produire devant nous. Alors évidemment, c'est des temps de tempête. La plupart des images qui sont présentées et dans ma série, ce sont des jours de tempête. Donc il y a une furie qui est en jeu. Je parlais de corps à corps tout à l'heure, il y a ça aussi, puisque pratiquant le sport de glisse, on a cette sensation aussi en nous, on connaît l'élément aquatique, donc on sait aussi quelle énergie se dégage de ces moments-là. Donc l'envie, elle est là aussi, d'essayer de transcrire ça, d'essayer de donner à voir cette énergie. Et puis, encore une fois, cette sensation du sublime qui nous dépasse un peu, qui nous saisit en nous dessaisissant en quelque sorte. Et voilà, donc en quelques mots,
C'est les émotions que j'essaye de transcrire. Alors c'est pas forcément simple, c'est un challenge à chaque fois mais bon, j'essaye au maximum et puis aussi peut-être, si je pouvais rajouter un mot, de faire perdre pied un peu le spectateur face à ces images aussi. C'est-à-dire parfois on oscille, on ne sait plus trop où on est. Est-ce que on est face à un paysage de montagne? Est-ce qu'on est dans le désert? Ouais. Voilà, de délocaliser un petit peu. J'essaye aussi de faire ça. C'est-à-dire de délocaliser un petit peu. Il y a une photo où on voit une écume blanche. Donc je crois que c'est sur la salle inverse, enfin sur le mur inverse. On voit l'écume blanche. On ne sait plus trop si c'est de l'eau, si c'est voilà celle qui est à droite là, si c'est un nuage. C'est Voilà. celle qui me fait penser vraiment à de la peinture, hein, parce qu'on a un Oui, petit peu voilà, retouché. voilà. Et puis, bon, bah, je parlais de Courbet tout à l'heure, donc il y a une picturalité aussi. J'essaye de retrouver, Bien sûr. j'essaye d'avoir une picturalité assez forte dans ces images aussi. Et encore une fois, d'essayer de basculer, d'essayer autant se peut de basculer dans une représentation qui serait peut-être autre, d'emmener le spectateur aussi dans un voyage qui soit imaginaire, voilà. La volonté d'avoir une vague assez nette, c'est-à-dire d'avoir une vitesse d'obturation assez élevée, c'est quelque chose à laquelle tu as pensé, j'imagine, à laquelle tu t'es attardé, parce qu'on aurait Oui. pu aussi avoir un effet encore plus pictural dans le De sens tableau, aussi parfois Mmh. avec un shutter plus bas et une traînée, quoi. Tu sais, comme on peut voir des photos de cascades, comme on en connaît tous, des photos de rivières qui passent, où l'eau n'est qu'un long duvet ouateux Tout à qui fait. s'étend comme ça et suit son cours. Bah, non, parce que en fait, ce qui me plaît dans la photographie, et je pense que ça, c'est aussi une des spécificités, c'est-à-dire d'avoir une représentation parfois assez fidèle Mmh. du réel ou de la réalité. Donc, j'aime bien osciller entre ça. Alors, c'est un peu paradoxal, mais dans une représentation aussi qui nous ramène au réel et qui nous en éloigne. Voilà, j'essaie de créer une tension Bien sûr. on va dire, Un paradoxe proximité. encore. Voilà, c'est encore un paradoxe, mais en fait, c'est qu'une histoire de paradoxe à chaque fois, Mais c'est-à-dire bien sûr. une espèce de rapprochement entre représentation fidèle et puis représentation qui s'en éloigne, Mmh. qui nous amène Ouais, vers bien un sûr. ailleurs, un au-delà, quoi. Et voilà, là, merci Sam d'avoir mis celle-ci, parce que voilà, là, on est dans le moment où une vitesse de obturation très élevée, ça va nous amener à solidifier. Enfin, on va avoir une impression de solidification de l'eau. On Complètement. fait rentrer l'eau dans un nouvel élément, Mmh. nouvel élément. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc il y a aussi parfois cet état mouvant de l'élément aquatique, enfin de l'élément eau, qui nous fait penser effectivement à son état vaporeux ou alors solide Exactement. lorsqu'il s'agit de glace. Alors voilà, c'est ça aussi que j'ai essayé de transcrire, c'est-à-dire Ok. de montrer aussi l'élément eau enfin, dans tous ses états, si on peut dire. Voilà, donc ça c'est effectivement une chose qui me tient à cœur aussi, toujours, que les images soient. Enfin, je tente de faire des images le plus complexes possible. Et le vide dans tout ça? Alors, le vide dans tout ça, il n'a Pour pas beaucoup. rappeler aux gens qui étaient peut-être pas là depuis le début, Guilain a fait terminer sa thèse enfin, tu as réalisé une thèse sur le vide en Oui. photographie, ou le vide et la photographie. Et donc c'est pour ça que je m'interroge sur cette série-là. Que fais-tu du vide? Où est-il? Non. Que Alors, dans représente-t-il? cette série-là, je m'en éloigne complètement. Il y a pas, Ok, j'ai pas, enfin, il y a pas d'idée sous-tendue par rapport à cette idée de vide. Il y a d'autres travaux qui sont présents sur mon site qui entre guillemets illustrent cette problématique-là. Là, pas du tout. Là, c'est vraiment un travail qui sort complètement de cette réflexion théorique ou esthétique. Ou les 2 à la fois d'ailleurs. Non, il n'y a pas de raisonnement par rapport à ça. Il n'y a pas d'idée sur l'esthétique du vide à l'intérieur de cette série. C'est vraiment une série à part, de relations affectives, on pourrait dire presque amoureuses avec cet élément, hmm, aquatique. Ouais, je te comprends. ouais. Est-ce que ça vous intéresserait, Moi, je suis curieuse Aileen, de. Benoît, d'écouter parler du vide en photographie? Peut-être Bah, que c'était ça, justement, Aileen? j'allais poser une question à ce propos. Ah, ok, vas-y. Pourquoi le choix du vide, et qu'est-ce que tu entends par la Mmh représentation du mh. vide en photo? Mmh mh. Enfin, je suis très curieuse de savoir de tes lenses à toi, Mmh. euh, la signification de ce fameux vide. Ouais. Alors par vide, j'entends pas un rien, hein, c'est pas un rien, c'est plutôt, Mhm. si je simplifie les choses, un espace de disponibilité onirique.
Et par vide, j'entends en photographie, comment ça peut être traduit plastiquement, bah, ce sont principalement des zones de flou, de densité, voilà, d'évanescence. Et voilà, c'est plutôt ça que j'entends. C'est des vides qui sont pas vraiment des vides, mais qui sont plutôt des espaces, on pourrait dire, quasi non figuratifs, mais qui tendent vers les purs. Voilà. Donc cette thèse, oui, a été soutenue en 2017. Et cette Alors, esthétique, qui tendent vers les purs, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop bah, ouais, en photo. c'est-à-dire une représentation qui va vers les purs, c'est une représentation dans laquelle on élimine des éléments figuratifs ou picturaux, Ok. on extrait, on retire plutôt qu'on ajoute. Voilà, c'est ça la démarche, c'est-à-dire qu'il y a une démarche d'épure dans le sens où on essaye de retirer, d'extraire des éléments figuratifs ou picturaux pour laisser place à des espaces qui pourraient être considérés comme des espaces vacants, mais qui au final n'en sont pas vraiment, puisque dans une picturalité, il y a toujours des choses qui se produisent et ce sont plutôt des espaces de projection onirique. Voilà. D'accord. J'aurais dû t'en demander une. On aurait dû se mettre un exemple dans la galerie pour que tu puisses nous en parler et nous l'interpréter Oui, tout directement. à fait. Ouais. Ça aurait été sympa. Alors, J'aurais dû y penser. Peut-être que tu as un exemple assez simple qui vient en tête de ce que peut être ce vide concrètement. Bah, je parlais tout à l'heure d'espaces Oui, qui sont liés au flou, aux densités, voilà, etc., etc. Ce sont des espaces qui, a priori, qui sont pas assimilés à une photographie exacte de représentation de la nature, mais qui s'en éloignent énormément. Alors, pourquoi je suis venu à ça? Je suis venu à ça de manière un peu hasardeuse en étudiant avec précision les photographes primitifs. Donc, les photographes primitifs, quels sont-ils? Bah, c'est tous les photographes qui ont inventé la photographie. Si on pense à Nicéphore Niepce, Daguerre, d'accord. William Henry Fox Talbot, etc. Donc, vraiment les Sinon, photographes qui les ont papas, quoi. inventé, voilà, c'est la photographie à la papa, si on pourrait dire, mais qui ont inventé le médium et qui ont inventé le médium aussi dans un souci de représentation exacte. C'est-à-dire que tous ces inventeurs, parce que la plupart c'était des inventeurs et pas des plasticiens et des artistes, ils ont inventé ce médium, ou à l'époque ils tentaient de l'inventer pour représenter justement pour représenter le réel. Hein. Ça partait de la caméra obscura. La caméra obscura, les artistes de la Renaissance s'en sont servis beaucoup, mais évidemment on n'arrivait pas à fixer cette image et ils ont commencé à inventer des systèmes de fixation donc chimiques de l'image qui apparaissait sur le dépoli de la caméra obscura. Et ce qui a été fascinant, c'est de découvrir, bon, alors je les connaissais déjà bien évidemment, mais d'approfondir cette connaissance et de découvrir que ces images étaient absolument fabuleuses par justement des espaces vacants, on pourrait dire presque des non-représentations. Si on repense à Point de vue du Gras, par exemple, de Nicéphore Niepce, donc c'est des images qu'il prenait de sa fenêtre de son jardin, Ouais. où on voit quasiment rien. Enfin voilà, il y a deux toits, il y a deux inclinaisons de toit, il y a une petite frondaison d'arbres au fond, et la représentation est très très évanescente. Voilà, il y a des teintes très subtiles, et on n'est pas du tout dans une représentation exacte du réel. Au contraire, on s'en éloigne énormément. Et c'est des images qui sont d'une plasticité, d'une beauté formelle incroyable. Pareil pour William Henry Fox Talbot, où toutes ces premières expérimentations représentent des bouts de toit, mais vaporeux. Enfin voilà, il y a vraiment cet aspect-là qui est fascinant dans cette invention et dans ces balbutiements de la technique photographique. Donc je suis parti de ça, je suis parti de tout ce fond iconographique pour remonter un petit peu le fil de la photographie historique et découvrir que il y a d'autres acteurs qui s'étaient emparés par la suite de cette esthétique de l'évanescence ou d'une représentation qui se dérobe au réel, ou alors qui tente de s'en dérober, et pour donner à voir aussi des images qui sont vraiment singulières. On pourrait penser, alors là, la représentation est un petit peu plus exacte, mais Roger Fenton, un photographe anglais du milieu du 19e, qui avait photographié la guerre de Crimée, avec une photographie très célèbre qui s'appelle The Valley of the Shadow of Death, qui date de 1855, où on voit, en fait, donc il représente la guerre, enfin, il est là, il est comme un photographe reporter, d'ailleurs, c'est le premier photographe reporter,
Il photographie donc cette vallée délaissée par les soldats où il y a juste 2-3 canons qui se baladent avec des collines à droite à gauche et il n'y a absolument rien ni personne. Donc voilà, cette représentation très singulière d'un élément du réel où il vide complètement la représentation pour laisser plus que quelques traits, quelques dessins, quelques lignes fugaces de collines. Ce sont des représentations vraiment magiques. Après, on pourrait penser aussi à Eugène Atget, pareil, qui a photographié tout le vieux Paris, et Dieu sait si on connaît Atget, mais si on fouille bien dans ses archives, on découvre des images spectaculaires du vieux Paris en train de disparaître. Alors lui, il avait pour habitude de photographier le vieux Paris le matin au lever du soleil. Donc pareil, en technique photographique, ça a donné des choses avec des flous, des obscurités très très fortes, des éléments qui ne sont pas représentés. Et ça nous fait basculer, encore une fois, il y a encore cette tension, on parlait de paradoxe tout à l'heure, mais cette tension entre des éléments figuratifs qui sont là, enfin représentatifs qui sont là, et le réel qui se dérobe quoi, sous sa caméra. Et voilà, et c'est cette tension-là qui m'intéresse et qui m'a intéressé dans la thèse, de montrer comment le médium photographique est un médium hautement paradoxal finalement, puisque on parle toujours de réalité, enfin de sorte de traduction du réel, mais on s'en éloigne quasi tout le temps et c'est peine perdue, quoi. On est tout le temps en train de courir après, mais on n'arrive jamais à le rattraper. Et puis, si on déroule encore le fil, pour résumer la chose, on pourrait penser aussi à Hiroshi Tsujimoto, photographe japonais, pareil. Ça, c'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que c'est rigolo qu'on cite que des occidentaux depuis le début et que ça vient de l'Occident, parce que c'est une démarche qui est tellement japonaise, d'aller chercher le vide en photo et d'aller chercher des choses à côté comme ça, de pouvoir même réitérer des séries immobiles, cadre fixe. J'avais que des images japonaises en tête et surtout cette esthétique. Complètement. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de montrer que nous aussi, dans notre culture picturale, enfin, ou en tous les cas photographique, on avait ces images-là. Voilà. Bien sûr. Donc, c'était une manière aussi de faire un pont. On n'était pas orphelin de ça. Et donc, oui, pour parler d'Hiroshi Tsujimoto, c'est pareil, c'est un photographe qui a. Mais alors, ce qui m'intéressait avec Hiroshi Tsujimoto, c'est que lui, il fait vraiment le pont entre les deux cultures. Et parce que dans ses écrits, il parle énormément des primitifs, justement. Donc, ça, c'est un photographe clé pour ma thèse et ma réflexion, de montrer à quel point il s'est réapproprié aussi toutes les anciennes images, notamment les photographies de William Henry Fox Talbot, l'anglais. Ouais. Voilà, il a refait, il est retourné dans les musées du monde entier, il a ressorti, il a glané des images, il a ressorti ces vieilles images, il les a rescannées, il les a recolorisées, il les a agrandies. Enfin voilà, il y a toute une démarche de réappropriation, justement avec cette esthétique du vide, puisqu'il a bien identifié aussi cette esthétique sur ces inventeurs de la photographie. Ah oui. Et on peut penser effectivement à une série comme Seascapes où il photographie l'océan justement avec cette ligne d'horizon toujours centrée à différentes temporalités. Il y a toute la série sur Theaters aussi où il a photographié des théâtres avec des temps de pause très longs où l'image cinématographique disparaît. Il n'y a plus que des blancs luminescents qui se dégagent des écrans. Enfin voilà, des écrans cinématographiques. Voilà, donc voilà un petit peu en quelques mots cette thèse, ce fil conducteur. Bien sûr, merci. C'était super complet, je pense, et très très intéressant. J'en prends beaucoup. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris un petit cours de photographie. Exactement. Tous les travaux artistiques sont intéressants, mais quand ils sont autant réfléchis et autant poussés, c'est d'autant plus passionnant. Est-ce qu'elle est accessible à la lecture quelque part ou c'est strictement confidentiel? Alors, elle n'est pas accessible en ligne. Elle est accessible. Alors, il faudra, si vraiment vous êtes intéressé, il faudra vous déplacer à Bordeaux-Montagne où elle est accessible, mais j'avais refusé pour des questions de droit d'auteur de certaines œuvres, j'avais refusé la diffusion sur Internet. Voilà. Il y a énormément d'iconographie et c'est extrêmement compliqué d'avoir tous les droits d'auteur. Voilà. Donc, même pour une thèse? Ouais, même pour une thèse, oui. Oh là là. Même pour une thèse, ça peut être compliqué. Alors, c'est vrai que quand il n'y a pas d'enjeu financier, en général, c'est plus simple. Mais bon, par précaution, j'ai préféré. Te retrouver avec un procès au cul 20 ans plus tard. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais aussi un autre métier qui est très très lié à la photographie, mais tu es tireur et retoucheur prestige.
Ouais. Nous, on aime bien t'appeler le maître tireur. Décidément. Ouais, ça fait beaucoup de casquettes. Mais en fait, c'est différentes casquettes. Ouais. Différentes casquettes, mais qui sont en fait une et même casquette. Bien sûr. C'est-à-dire que j'aime bien aussi avoir cette diversité-là dans mon métier. J'aime pas me cantonner à une application. Donc photographe, enfin théoricien, on pourrait dire, mais en tous les cas, avoir une réflexion sur le médium photographique. Et Docteur, puis, même. ouais, docteur, ouais, si on veut. Et puis, mais peu importe le titre, l'intérêt, c'est la réflexion au-delà du titre. C'est pas le titre qui m'intéressait, mais bien de partir dans une aventure de réflexion, Sans doute. voilà, pour son travail aussi, puisque ça fait évoluer aussi en tant que plasticien, en tant que photographe. Et puis, ce métier de tireur retoucheur, oui, c'est un pan de mon activité, mais qui en fait a toujours été présent, puisque j'ai toujours aimé faire du tirage. Donc, j'ai commencé en argentique et je faisais déjà du tirage. Je travaillais, j'ai travaillé un petit moment, mais pour un labo qui s'appelait Paris Roche Labo, où j'avais fait déjà des tirages d'expo en noir et blanc. Voilà, donc à l'école de photographie, j'avais été aussi beaucoup formé à la retouche noir et blanc, les techniques de masquage, etc. Enfin, vraiment une retouche assez pointue. Donc, ça m'a toujours énormément plu et ça m'a jamais quitté. Et donc, voilà, il y a quelques années, je me suis dit, pourquoi pas aussi, en tant que professionnel, retourner dans ce domaine-là, puisqu'il y a une fascination aussi pour la réinterprétation. Alors, ce n'est pas vraiment une réinterprétation, mais en tous les cas, pour la lecture de l'image, même si les images ne nous appartiennent pas, puisqu'elles ont été réalisées par d'autres photographes, mais il y a quand même une patte aussi. Il y a des tireurs qui ont toujours été affiliés avec certains photographes, et il y a une patte qu'on peut essayer d'avoir, en tous les cas, une intelligence de la lecture de l'image. Donc, c'est ça qui me fascine aussi dans ce métier de tireur. C'est-à-dire, par la technique photographique, par la connaissance de la technique photographique, d'arriver à comprendre l'intention du photographe et d'essayer de retraduire au mieux ensuite sur un tirage ce qu'il a voulu dire. Voilà. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que de ton métier de toucheur tireur, tu apportes des choses à ta photographie? Est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens aussi? Ça peut fonctionner dans l'autre sens, puisqu'on a toujours un souci, quand il y a une prise de vue, de se dire voilà, sur quel médium, sur quel support ça va être tiré, et puis d'avoir une adéquation maximale de l'enregistrement photographique. Par exemple, sur ces images d'océan, évidemment, il y a toujours des problématiques d'autres lumières, tu vois, de blanc brûlé, voilà. Donc ça donne. Alors, c'est de la technique photographique, mais il peut y avoir une réflexion ensuite de retouche et de tirage, évidemment, pour qu'il y ait une adéquation optimale entre son intention, son geste photographique, et puis le résultat plastique, le résultat tangible, enfin matériel de l'œuvre. Donc, oui, évidemment. Tout ce que tu fais, que ce soit du moment où tu captes l'image jusqu'au moment où tu fais les retouches, c'est pour avoir, c'est avec dans l'idée et dans l'esprit qu'à la fin, c'est plastique, c'est physique, c'est un tirage, et c'est pour avoir une donnée finale, ou ça se fait en plusieurs temps, et c'est à la fin sur le tirage et que tu travailles autrement? Je dirais que ça se fait un peu, tous les temps s'entremêlent. C'est-à-dire que quand tu as une connaissance technique comme j'ai, c'est-à-dire du début à la fin d'un process, évidemment, tout s'entrechoque et tout se met en relation, on va dire. C'est vraiment, ça se fait dans un instant. À partir du moment où on sait manier très bien une technique, voilà, les choses se font assez naturellement. Et évidemment, il y a des va-et-vient entre tous ces éléments techniques. Voilà. Donc, ça se fait le plus simplement du monde, on va dire. Voilà. D'accord. Derrière chaque photo, moi, j'aime toujours m'imaginer le moment présent qu'a vécu le photographe. Donc là, on se doute que c'est pas la même journée et que ça s'est fait en plusieurs temps pour cette série-là. Tu es sorti dans des journées de tempête, etc. Quand tu avais l'œil derrière l'objectif, à chaque fois, du coup, derrière, tu imaginais la photo que tu prenais, tu imaginais sa texture sur le papier, tu la voyais sur un tirage fini.
En fait, je te répondrai que quasiment oui, puisque ayant une pratique de l'océan qui est assez aiguë, j'arrive à déceler. Alors, j'avais écouté l'autre photographe qui parlait de photographie sportive, Oui, Thibaut, de photographie de rugby, ouais, et où il parlait de ça, c'est-à-dire que la connaissance du jeu en lui-même bien sûr. aide énormément le photographe. Ben là, je vais dire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la connaissance de l'élément océan, de l'élément aquatique, quasi physique, m'aide évidemment à capturer des moments singuliers, puisque je repère aussi ce qui va se produire. Alors évidemment, c'est aussi une observation de l'océan, mais c'est une connaissance intime, puisqu'on sait très bien, voilà, les houles, enfin la puissance. Moi je check déjà en amont au niveau des conditions climatiques, les houles, les vents, etc. Donc je sais déjà en partie ce qui va se produire quand je vais arriver. Bien sûr, alors il y a des éléments modernes et contemporains qui sont très utiles, ça s'appelle des webcams, Les donc ça webcams, aide ouais, aussi. j'allais te le dire. Est-ce que tu triches comme ça? Mais c'est bon, Ouais, c'est bien. ça m'arrive, bien sûr, ça m'arrive, mais je sais. Winguru et les webcams, quoi. Ouais, ça m'arrive de tricher, mais en même temps, voilà, en La connaissant triche, les tu conditions utilises, météo, le matériel et les ressources à ta disposition. voilà, tout simplement, tout simplement. Mais comme un surfeur de gros utiliserait les Mais bien mêmes, sûr. les mêmes outils, c'est-à-dire la météo, voilà, les webcams, et puis voilà. Et puis après, on arrive à savoir ce qui va se passer. Alors, un surfeur de gros, quand il part, il sait très bien, en gros, enfin, ce qui va se produire. Donc, c'est un peu la même chose. Et puis après, il y a le repérage, arriver sur les lieux, évidemment. En fonction des éléments climatiques. Alors c'est vrai qu'on a parfois des surprises, mais c'est rare, mais ça arrive. Et ça m'est arrivé par exemple d'arriver et puis de me dire bon bah il y avait des éléments intéressants et puis bah la lumière n'est pas vraiment là. On se balade, ouais, enfin c'est principalement en photographie la lumière quand même qui anime les choses, qui réveille les choses. Et souvent ben elle fait défaut ou alors il y a des moments magiques, c'est-à-dire j'ai entendu un photographe qui parlait de ça aussi, c'est-à-dire on se balade et puis d'un coup on a une journée pourrie et puis d'un coup, voilà, il y a un rayon de lumière qui Ah vient, oui, qui vient animer la scène. Et ça, c'est l'instant magique, c'est le bien cadeau de sûr. la journée. Et ça arrive parfois, ouais. Ça arrive parfois et ça, c'est des instants précieux, ouais. C'est Max qui disait ça en parlant Ouais. des glaciers en Argentine, que tu tapes toute la journée avec un soleil au zénith et puis Mm, que le moment où il passe derrière, tu vois, et que commence à venir créer de la texture et de mm, l'ombre, bah, mm, tu n'as plus un tout intérêt d'être prêt parce que ça va passer vite et ce sera ça ta photo. mm. Et puis, si je peux ajouter une chose aussi par rapport à Bien cet sûr. élément aquatique, c'est aussi sa plasticité sans cesse renouvelée qui me fascine, moi. C'est-à-dire que on Ah, parlait de cadrage fixe, bah, on pourrait quasiment être toujours au même endroit et tous les matins ou tous les jours arriver et faire une prise de vue comme les impressionnistes faisaient et puis avoir un résultat différent. Donc ça, c'est aussi extrêmement fascinant puisque c'est toujours le même endroit, enfin, ou en tous les cas, un endroit qui se ressemble et en même temps, on a des scènes devant les yeux qui ah sont ouais, ouais. sans cesse changeantes et différentes. Voilà, donc ça, c'est aussi très, très fascinant, voilà, de voir à quel point la nature est capable de produire des choses sans cesse renouvelées, inouïes, captivantes. Enfin voilà, ça, c'est quelque chose qui me. Tu shootes en rafale pour ces séries? Alors Que oui, tu je utilises? shoot Parce que oui. j'allais te dire, limite en rafale, même en rafale, on a déjà 15 photos différentes, 15 tableaux différents, Oui, parfois. oui, oui, oui. Alors, il est parfois important de shooter en rafale, oui, parce que ça va tellement vite, même si on repère quelque chose, et je repère à chaque fois des choses qui sont en train de se produire, mais pour pas louper justement l'instant, si on parle de Cartier-Bresson, mais là c'est un peu tiré par les cheveux, mais de l'instant décisif, voilà, c'est d'être présent et aussi d'être présent dans l'instant. Donc oui, la rafale aide quand même beaucoup à pouvoir dans un déroulé même si on a repéré quelque chose, d'extraire l'image qui va être la plus pertinente. Ouais, Mhm. ouais, ouais. Ben, là encore, tu rejoins avec la préparation Thibaut Sounier et sa photographie sportive, où Mmh, bien mmh, sûr, mmh. ensuite, il y a un choix, il y a un dérush, il y a une idée, il y a ce qu'on veut, mais pour être sûr de ne pas la louper, on peut s'appuyer sur les objets de photographie numérique qui, eux, nous permettent justement d'être un peu des surhommes Ouais. là-dessus, quoi. Oui, 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 c'est un outil assez fabuleux, oui, 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 des surhommes, oui, oui, parce que ça permet aussi de capturer des moments qu'on ne pourrait pas capturer, ou Ouais. alors par le hasard, enfin, par le plus grand des hasards. Mais vu la rapidité des actions, vu la rapidité du déroulé, c'est sûr que Bah on oui. peut, on y arrive, hein, mais on aurait énormément aussi de déchets. Alors voilà.
Mais après la thèse sur le vide, on peut peut-être faire une thèse sur le hasard. Oui, pourquoi pas. C'est un autre sujet, mais oui, ça pourrait fonctionner aussi. Ouais. Bah, en photographie, souvent alors dans tous les arts, dans tous les arts plastiques, mais c'est vrai qu'en photographie particulièrement, le hasard joue en notre faveur ou en notre défaveur. Donc, ouais, ça pourrait être un beau sujet de thèse. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ben, on se retrouve dans quelques mois pour en parler. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Moi, personnellement, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais évoquer avec Guylain. Peut-être que Aileen, Benoît, vous avez des questions. Guylain, peut-être que tu souhaites aussi parler, te mettre sur une photo en particulier, nous raconter une histoire, évoquer quelque chose d'autre sur lequel on pourrait rebondir. Voilà, la balle est à vous. Enfin, moi, j'aime pas trop influencer la lecture des photographies. Donc, des histoires personnelles sur une image, je sais pas. Enfin, j'ai tendance à penser que c'est un peu anecdotique. J'ai pas trop envie Bien de rentrer sûr. là-dedans. Mais voilà. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui veuillent le faire. Moi, c'est pas trop mon truc. Mais bon, voilà. Ça fait partie de la démarche artistique. Oui, Chacun son truc. voilà. Moi, je voudrais faire la jonction entre le travail artistique que nous a présenté l'invité du jour et puis son deuxième métier, son métier dont on a parlé juste ensuite, pour à la fin parler du début, la belle histoire, pour la petite histoire. En fait, c'est un jour Romain et moi qui passions chez Art Labs et Guina était en train de tirer un certain nombre des photographies qu'il avait en tête pour cette série. Et donc, voilà, cette série vient de ce beau moment où Romain et moi, on est restés scotchés face à tant de houle et de vagues. Et donc, depuis ce jour-là, moi, Guilain, j'aimerais, c'est ma dernière question, savoir comment tu as fait le choix de cette sélection de photos pour cette série. Qu'est-ce que tu as voulu plus mettre en avant? Est-ce que c'était aller chercher vraiment différents types de textures? Est-ce que c'était différents points de vue? Ou alors est-ce que c'était pas du tout justement une différence que tu voulais chercher, mais quelque chose de similaire dans tout ça? Voilà. Moi, je me suis arrêté à cette fois-ci où on te voyait faire tes tests de tirage pour cette série. Dis-moi comment t'en es arrivé aujourd'hui, s'il te plaît. Je vais revenir peut-être un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a plusieurs idées qui sous-tendent à ça. C'est-à-dire, effectivement, je voulais avoir une diversité de représentation, c'est-à-dire face à un élément comme celui-là, on en a parlé tout à l'heure, mais il est extrêmement changeant. Donc, j'avais envie de donner à voir des facettes, différentes facettes, voilà, différents prismes, différents aspects de cet élément. Donc ça me tenait à cœur particulièrement de montrer l'eau dans tous ses états. L'eau dans tous ses états, voilà. Comme on pourrait parler d'émotion, l'eau dans tous ses états. L'eau dans tous ses états. Et puis de pouvoir aussi, sur certaines images, avoir une ambiguïté, on en parlait également tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, de perdre pied. Voilà. C'est-à-dire que la complexité, pour moi, elle s'établit comme ça, et l'image est forte et elle est entre guillemets arrêtée au moment où, devant une image, j'arrive à perdre en quelque sorte pied. Et donc ça m'anime aussi depuis le début. De représenter l'océan, mais qui à un moment donné n'est plus un océan, mais peut être une colline, peut être un glacier, peut être voilà. De montrer aussi que cet élément-là est multiple, différent, et d'embarquer le spectateur justement dans ce voyage onirique lié à l'environnement, puisque c'est aussi des problématiques actuelles. Donc, c'est une forme d'hommage aussi, une forme d'hommage à la nature. Je parlais d'anthropocentrisme tout à l'heure, voilà, de se décentrer et de laisser place à la beauté de la nature, puisqu'on passe notre temps à transformer le monde, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dieux pour. Enfin, il y en a, mais il devrait y en avoir encore plus pour regarder ce qui se produit, cette fascination, voilà, cette beauté du monde. Et voilà, en quelques mots, voilà, c'est ce qui a sous-tendu à tout ce travail. Qui plus est, un élément qui a toujours été là. Voilà. Ouais. Redonner à voir les choses, et puis essayer de redonner à voir les choses, de toujours remettre
remettre en selle le regard, de s'étonner soi-même aussi. Je fais ça pour les autres, mais je fais ça aussi pour moi. Je pense que à la base d'un travail, enfin, je conçois ça comme ça, c'est toujours une relation aussi de soi à soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est ému, on est étonné, je pense que bah, voilà, ça fonctionne. J'essaye de retrouver cet universalisme, enfin voilà, dans les images. Je pars de mon émotion. Si ça me fascine, si je suis décontenancé, si je suis étonné, bah, je pense que les autres le seront aussi. Et voilà, c'est ce que j'essaye de transcrire dans ces photographies. Donc, finalement, le plus simplement du monde, hein, mais bon, après, il y a toute une complexité derrière, mais voilà, des fois, c'est l'idée est parfois aussi simple, hein, voilà. C'est trop cool. Tu en parles très très bien. Tu en Merci. parles bien. Et ça donne envie d'aller en découvrir plus. D'ailleurs, on vous a mis le lien du site de Guilain dans la petite barre de chat du stream, www.guilain-arca.com, pour que vous puissiez aller voir, aller faire les curieux et aller voir toutes ces autres séries photos. Et vous pourrez voir justement des séries qui sont en liaison avec les réflexions théoriques que j'ai eues sur l'esthétique du vide. Sur l'esthétique du vide. Voilà, donc ça, il y a tout un travail que j'ai réalisé en diptyque. Donc c'est des images qui marchent par deux et qui fonctionnent aussi comme des débuts de scénario. Voilà, parce que là, il y a eu une esthétique, une hybridité entre cinéma et photographie qui m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, donc c'est des débuts on va refaire un live. On va refaire un live assez vite. Si tu veux qu'on parle de photo et de cinéma, on va monter au créneau là. C'est bon. Trop cool. Voilà. Trop cool. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin, rappeler le jeu concours ou quelque chose pour en profiter? Non, je pense qu'on peut. Mais vas-y. Non, je t'en prie, vas-y, Benoît. Non, j'allais simplement dire que le concours is over. Ah, it's over. Mais on a parlé au début, en fait. Donc, on a un grand gagnant qui va être annoncé sur les réseaux sociaux. Bientôt. Bon, on peut encore le changer. Et ce qui va donc être également annoncé sur les réseaux sociaux, c'est l'arrivée de Guilain du coup dans la team Perspective. Et cette série de photographies sera donc disponible sur Perspective Studio avec la description de son travail et puis l'expérience Perspective que vous connaissez. Voilà. Romain, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci à vous de nous regarder. Merci à Guilain, merci à Eileen, merci à Benoît, merci à Sam, l'homme de l'ombre, mais qu'on n'oublie pas. Et voilà, et puis j'espère qu'on va vite se retrouver dans cette galerie ou une autre, parce que vous savez, on en fait un peu ce qu'on veut. Là, on est propriétaire d'une galerie de 300 mètres carrés, c'est génial. Donc, on va pouvoir en faire un peu ce qu'on veut et puis vous donner rendez-vous pour des prochaines éditions, des prochains lives. Il faut juste qu'on trouve des prétextes pour le faire. Et ça, c'est pas le plus compliqué. Donc, merci beaucoup, merci à tous. Merci Guilain, encore une fois. Merci à vous. Super cool. Oui, c'était un moment très sympa de partage. Merci à vous. Ouais, c'était super. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Merci.